Bonjour, je suis Marie Simoès et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le casque et la robe. L'épisode d'aujourd'hui va être intéressant parce qu'il s'attaque à un gros sujet, celui des immeubles qui se trouvent détériorés par le temps et notamment en raison d'une cause qu'on sous-estime dès la construction, la corrosion. Pour cela, il y a des solutions que l'on peut mettre en œuvre pour éviter cette problématique et nous allons aujourd'hui en parler avec les fondateurs de Blue Spine. Aujourd'hui, je reçois David Garcia et Simon Deharo, les cofondateurs de Blue Spine. J'ai eu un vrai coup de cœur pour leur projet et du coup, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Marie. C'est très gentil. Comme vous le savez, j'ai eu un coup de cœur pour votre projet. Ça a donné lieu à un post LinkedIn spontané de ma part où j'ai trouvé ça génial. J'ai d'ailleurs testé ChatGPT pour l'illustration. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'illustration du kiosque. Ouais, c'était pas mal. C'était particulièrement bien fait. C'était pas mal du tout. Franchement, j'étais assez contente. Et du coup, voilà, pourquoi on échange aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, je suis avocate en droit de la construction. J'accompagne des entreprises du bâtiment. Et votre projet est intéressant pour tout un tas de raisons en réalité, à la fois sur l'aspect conseil, entreprise du bâtiment. Je pense que votre technologie peut être hyper intéressante pour les personnes que j'accompagne et le monde de la construction en général, et vous allez m'expliquer. Et ensuite, parce que vous avez un projet qui est extrêmement innovant, et de plus en plus dans mon entourage, des entrepreneurs du bâtiment créent, innovent pour répondre à tout un tas d'enjeux, notamment éco-résilients. Et donc, je suis très intéressée aussi par votre parcours côté innovation. Donc, si ça vous convient, l'échange se fera en deux parties. D'abord, vous allez pouvoir m'expliquer ce que fait Blue Spine et la technologie. Et puis ensuite, on va pouvoir échanger sur comment on développe une boîte innovante dans le bâtiment. En quelques mots, donc Blue Spine, c'est une start-up industrielle basée à Reims. Donc on a créé avec Simon et 4 autres cofondateurs en novembre 2023. Donc on est spécialisé dans la conception et la fabrication de technologies pour le diagnostic et le traitement des ouvrages en béton. Donc le spectre il est large, ça va être tout type d'ouvrages en béton. Donc vous allez avoir les bâtiments, les ponts, les centrales nucléaires, les massifs d'éoliennes flottantes. Donc on se rend compte du béton, il y en a partout autour de nous. Le béton, ça vieillit. Alors ça vieillit moins vite qu'une voiture qu'on va devoir amener chez son garagiste tous les 3 ans, mais ça a une durée de vie limitée dans le temps. Et donc nous, on propose des technologies qui permettent de prolonger la durée de vie des ouvrages, de surveiller les pathologies, et notamment la pathologie de corrosion qui est la principale cause de vieillissement de ces infrastructures-là. Et puis d'accompagner aussi tous les acteurs, donc les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les sociétés de travaux qui vont installer nos solutions à l'utilisation de ces nouvelles techniques qui ne sont pas forcément démocratisées aujourd'hui. Donc on essaye de pousser un petit peu ces nouvelles technologies pour préserver notre patrimoine bâti. Oui, Voilà. c'est ça. Alors en fait, David et moi, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'en fait, on s'est rencontrés lors des portes ouvertes de notre lycée il y a quelques mois avant de rentrer en seconde ensemble. C'est génial. Puis on s'est retrouvés dans la même classe en seconde, puis première, terminale, 5 années d'école d'ingénieur, 3 années de thèse et 2 boîtes. Donc Bravo. voilà, donc on s'est C'est pas quoi, lâché. c'est un crush amical dès le départ Ouais. c'est venu Oui. progressivement Non, dès Oui, le départ. direct, Oui, dès le départ, départ, après, ouais. on était plusieurs potes, et puis en fait, voilà, à la fin, il en reste qu'un, quoi, mais, comme Ouais. dans Highlander, Vous avez mais gagné. oui, c'est ça, C'est ça. c'est un peu ça, ouais. Trop bien. Donc du coup, même parcours et finalement, même projet depuis le départ, c'est ça mais je crois avoir, parce que du coup, voilà, comment j'ai découvert votre société, c'est parce que j'ai écouté le podcast Les Bâtisseurs, grand fan de podcast, c'est pour ça que j'en ai créé un. Du coup, je crois avoir compris qu'il y en a un de vous deux qui était surtout dans le diagnostic et l'autre la solution, donc ultra complémentaire. Mais est-ce que c'était prémédité finalement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça au feeling Est-ce que vous étiez organisé dès le départ? Est-ce que dès le lycée vous avez dit alors nous on va faire ça, toi tu vas faire cette partie-là?
soit l'autre. Non, Parce que c'était un plan à 10 ans. Non. On a découvert la corrosion sur le tard. Ouais. C'est ça, au niveau de la thèse. Non, par contre, très rapidement, on voulait faire une boîte. Quand on est rentré ça, à c'est l'INSA, il y avait, ça commençait à peine. C'est vrai que maintenant, c'est assez démocratisé. Les écoles accompagnent pas mal la création de projets d'entreprise. Nous, ça existait très peu au final, mais on avait envie de créer quelque chose ensemble. Après, c'est le sujet de thèse. Il y a eu un petit coup de cœur parce que ça rassemblait la partie génie civil et chimie. Et nous, on était fans de chimie. Ça. Il y a cet aspect-là, bien sûr. Donc la corrosion, c'est un peu à la frontière entre les deux. Et donc, on s'est lancé dans des thèses après notre école d'ingé, l'INSA de Toulouse. Lui sur le traitement, moi sur le diagnostic. Et après, naturellement, on a créé un bureau d'études d'abord, avant Blue Spine. Voilà. Et puis, au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire autre chose. D'accord. On avait envie de créer du matériel en complément de l'expertise qu'on pouvait avoir. On garde l'aspect expertise, mais on la donne en plus du matériel qu'on fabrique. Vous proposez la solution. On fabrique la solution au complet. Ouais, c'est ça. Un vrai one-stop shop, quoi. C'est ça. Donc le bureau d'études, c'était quoi? On vous mandatait pour savoir est-ce que mon ouvrage est affecté de désordres qui pourraient ne pas être identifiés comme ça de manière visible et combien de temps il va encore tenir debout? Exactement. C'est ça en fait la question. C'est exactement ça. Et du coup, vous avez dit, bon, ça ne me suffit pas de juste apporter le constat, il faut qu'on soit proactif en fait. Exactement. Puis il y a le côté gadget, faire des beaux objets qui fonctionnent bien, qui aident beaucoup les gens au quotidien, de voir la marque de l'entreprise du coup sur des chantiers dans les mains des clients et tout, c'est quand même quelque chose de plus. Ça prend une ampleur un peu sympa. Il y a quelque chose en plus. Et alors, je dirais pas gadgets, mais du coup la techno qui est plus qu'un gadget, qui est juste extraordinaire. Expliquez-nous. Alors vraiment, essayez d'être le plus, pas vulgarisé, mais le plus simple possible, parce que c'est une technologie, j'imagine, quand même assez approfondie niveau technologie. Donc il faudrait que les auditeurs puissent très vite comprendre de manière schématique ce qu'est Blue Spine. Alors, nous la techno qu'on a développée, elle s'appuie sur une techno ancienne qui s'appelle la protection cathodique. D'accord. Donc, c'est un traitement dit électrochimique. Ce sera le mot le plus compliqué que j'utiliserai. Dont le principe est d'envoyer du courant à l'intérieur de l'ouvrage, en béton en l'occurrence, pour stopper la corrosion de l'acier. Puisqu'en fait, dans un ouvrage en béton, quand on voit des petits morceaux, des fissures, en fait, c'est l'acier qui rouille derrière, qui crée ces désordres-là. D'accord. Et donc, pour stopper son oxydation, pour éviter qu'il gonfle et qu'il crée ces désordres-là, on le met sous perfusion d'électrons. On lui envoie du courant, donc ça stoppe son oxydation et donc ça permet de prolonger à long terme la durée de vie de l'ouvrage. D'accord. Donc après, il y a plusieurs technologies. Il y a ce qu'on appelle les technologies galvaniques. Donc c'est du zinc qui se consomme pour protéger l'acier. Donc ça a une durée de vie limitée. On peut prolonger sa durée de vie de 20 ans. Et après, on a des technologies à courant imposé. Donc là, on va utiliser un générateur de courant. C'est les technos qu'on a développés. Et on connecte avec des anodes, cette fois, qui sont inertes. Donc à base de titane ou de carbone. Et là, cette fois, on peut prolonger de 50 ans la durée de vie de l'ouvrage. D'accord. Ah oui, c'est énorme. Donc, par exemple, quand on a une centrale nucléaire, aujourd'hui, on les a construits pour 50 ans. On parle beaucoup de la transition énergétique, de prolonger la durée de vie de nos centrales. Ouais, c'est ça. Elles arrivent en fin de vie. Le parc nucléaire, il a 40 ans aujourd'hui, le parc nucléaire français. Donc, si on veut prolonger leur durée de vie, il va falloir, à un moment donné, réfléchir à comment préserver les aciers qui corrodent à l'intérieur de l'ouvrage. Donc l'idéal en fait de votre technique, c'est quand même qu'elle soit implantée dès la construction de l'ouvrage en fait, c'est ça? Ah, ça, ce serait l'idéal, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, 90% des projets qu'on équipe sont des projets existants, voire même plus que 90%. Je pense que 90%, c'est ce qui serait possible à aujourd'hui, et ce qui est réalisé, c'est même beaucoup plus. On est très déséquilibré dans ce rapport-là. Alors, je pense que c'est avant tout une culture. C'est ça. C'est une culture, c'est-à-dire qu'en fait, cet investissement supplémentaire au départ, pas forcément une culture occidentale européenne. Il y a beaucoup de pays qui se sont emparés de cette technologie, qui en ont fait une solution préventive. Ça n'a pas été développé en Australie, mais les Australiens sont parmi les pays qui mettent ça vraiment de manière systématique sur tous leurs ouvrages portuaires, proches de la mer. Ils savent que ça va corroder un jour ou l'autre, et donc on retrouve énormément de chantiers de grande ampleur, des quais, des docks, etc., qui sont équipés dès le coulage du béton. C'est qu'en fait, tout le dispositif, le câblage, les capteurs, les anodes, tout est dans la cage d'armature avant qu'on coule. On le retrouve aussi aux Émirats Arabes Unis,
puisque effectivement, alors du coup, cette question d'investissement pour donner de la valeur à l'ouvrage dès la construction, c'est dans leur culture, mais également parce qu'ils ont des fondations profondes, qui sont dans des nappes phréatiques d'eau salée, quoi. C'est ça, ouais, il y a des secteurs géographiques finalement qui sont plus sensibles évidemment à la corrosion, voilà, donc j'imagine le bord de mer, les océans, il faut être d'autant plus vigilant, donc ça se justifierait d'autant plus d'intégrer dès le départ, parce qu'on a quand même pas mal de côtes en France, donc on pourrait quand même se poser la question, d'intégrer dès le départ ce système voilà, à la construction de l'ouvrage. Et je crois que vous êtes quand même confronté au même problème que moi en réalité quand j'explique à mes clients que c'est bien de venir me chercher en amont et pas au moment du contentieux. Et en fait, si vous voulez, il y a une petite analogie comme ça qui se fait, c'est plus difficile de vendre une vitamine qu'un médicament. On va chez le médecin, on vend un médicament plus facilement quand on est malade. Par contre, expliquer que pour éviter d'être malade, ce serait bien de prendre des vitamines, ça c'est plus difficile à vendre. Et on n'y arrive qu'après une première maladie. Donc en fait, je crois qu'on est... Non, mais c'est vous ça. avez raison, c'est vraiment une culture finalement dans laquelle on est nous ici en France. Mais il y a quand même peut-être... Et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Un levier qui pourrait faire changer les mentalités. Parce que moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui remportent des marchés, non plus en raison du prix, mais par d'autres marqueurs et notamment répondre à des exigences d'éco-résilience, RE 2020 notamment, et où un maître d'ouvrage serait plus à même d'intégrer un système coûteux au démarrage si ça lui fait gagner des points en résilience écologique, pour être très schématique. Et je crois que votre solution s'inscrit pleinement là-dedans. Est-ce que vous avez un peu testé le marché par ce biais C'est sûr que c'est un avantage qu'on met souvent en avant. Aujourd'hui, les acteurs viennent nous chercher pour autre chose, mais je pense qu'il y a de grands groupes qui pourraient justement avoir cette recherche de points carbone un petit peu dans un contexte global où on va économiser tous les process. Et on dit souvent que le béton le plus écologique, c'est celui qu'on ne coule pas. Donc forcément, quand on a par exemple des grands groupes comme L'Oréal, comme LVMH qui vont construire un entrepôt industriel, réfléchir à intégrer ça dès la solution, dès la construction pour figer dans le temps en fait cet entrepôt et ne pas devoir retravailler dessus dans 30 ans pour prolonger sa durée de vie, forcément ça a un coût environnemental qui est bénéfique. Complètement. Mais voilà, de le proposer systématiquement dès la construction, c'est vrai qu'on en parlait sur la culture, c'est pas forcément évident. On nous appelle souvent quand il y a les premières fissures. Trop tard, Et oui, forcément. Voir éco-frure où on attend de voir des coulures de rouille pour faire le lien rouille, oxydation, corrosion, c'est les armatures qui vont pas bien. Ouais, c'est ça. Dès que c'est visible, de toute manière, c'est que ça s'enroussit, quoi. Parfois, une fissure seule, le lien se fait pas forcément. C'est-à-dire qu'en termes d'argumentation, en phase commerciale, ça reste pas évident, quoi. Là, ça devient du tout cuit, entre guillemets, à partir du moment où vraiment on voit des armatures rouillées au fond des pots-fourrures, quoi. Donc, c'est vraiment tard, quoi. Je pense que tu as un vrai travail, mais c'est ce qu'on essaye de faire à notre mesure, un vrai travail de pédagogie de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'en amont, le gestionnaire d'ouvrage, il va voir ses époux-fourrures, comme tu dis, et puis il va appeler un diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, c'est ce qu'on faisait avant. Il va se déplacer et lui, si lui-même n'est pas sachant de savoir la pathologie qui se propage derrière et comment on la traite, mais derrière, forcément, les solutions proposées, elles vont pas du tout être en adéquation avec la pathologie rencontrée. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de former, on essaye de mettre des technologies aussi de diagnostic dans les mains de ces bureaux d'études pour les aider, en fait, à réaliser leur diagnostic. Pour en fait, c'est ça qui est beau, je trouve, dans la start-up. On parle beaucoup de scalabilité. En fait, on avait un bureau d'études qui marchait bien, mais notre expertise, on l'avait qu'avec nos clients. Là, le fait de créer un produit, c'est on met notre expertise à l'intérieur du produit. Et donc, on a un peu d'expertise Bluespine dans tous les produits qu'on propose, à la fois en diagnostic et puis à la fois en traitement. C'est génial. Et alors, je me dis, toujours dans la logique d'essayer de motiver le maître d'ouvrage dès la construction, il y a des entreprises, je ne sais pas moi, justement, quand je pense le lot béton, gros œuvres, qui peuvent du coup intégrer cette technologie dans leur offre qui permettrait d'être peut-être mieux disant sur l'aspect éco-résilience. Comme je vous dis, il y a vraiment des marchés qui se remportent comme ça. Est-ce que vous travaillez du coup en partenariat avec eux? Vous les formez, je crois. Comment peut se mettre en place, ou c'est peut-être déjà mis en place avec vraiment les entrepreneurs du bâtiment et votre techno
à destination des maîtres d'ouvrage? En fait, on a vraiment aujourd'hui notre action commerciale, elle est vraiment drivée par l'ancien. Ouais. C'est là où il y a D'accord. vraiment le besoin. D'accord. Donc, par contre, on forme ces sociétés de travaux. Simon les forme à l'appel en ce moment pour leur apprendre à mettre en œuvre, à contrôler. Tout ça est régi par une norme. Donc, voilà, il y a beaucoup de savoir-faire. Et donc, on leur transmet tout le savoir-faire justement pour qu'ils puissent réaliser des chantiers de qualité. Le neuf est quelque chose qu'on regarde. On pense que les produits qu'on va sortir dans les 2 prochaines années sur lesquels on travaille, qui ont été brevetés justement, sont parfaitement adaptés pour le neuf. Il y a un travail à faire sur le process de préfabrication, c'est-à-dire intégrer dans un process de préfabrication les anodes, le câble, comme tu disais Simon, pour pouvoir est-ce que ce soit facile à mettre en œuvre et construire un bâtiment comme ils le construisent aujourd'hui, mais que ce soit transparent en fait. Il n'y ait pas la dimension protection cathodique à rajouter en plus au moment de la construction. Et donc, il y a un petit peu de travail de développement, mais ça fait partie de notre roadmap. Des projets. Exactement, ça fait partie de notre roadmap de développement. Pour compléter sur la formation, nous, on est vraiment, on donne vraiment de la connaissance, on transmet de la connaissance vraiment sur la partie application. Donc, il y a des produits qui s'appliquent à peu près de la même manière, quelle que soit la marque, mais Blue Spine, du coup, forcément, avec toute la plus-value qu'elle apporte, ce serait dommage que nos clients, du coup, sachent pas vraiment l'utiliser, ou en tout cas en tirer profit, on va dire à 100% des capacités de ce que ça peut promettre. Donc il y a cette partie-là. Après, il y a, ça reste aujourd'hui du génie civil, on va dire spécialisé. Donc c'est des tâches qui sont spécialisées. Donc comme le disait David, il y a une norme de protection cathodique qui régit en fait du coup tous les contrôles, toute la performance, comment elle doit être contrôlée. Et il y en a une autre qui régit les niveaux de certification. En gros, un peu comme en plongée, où il y a des niveaux de plongée qui permettent de faire telle ou telle chose. Ben, il y a à peu près la même protection cathodique aujourd'hui. Donc il y a une norme européenne, internationale, américaine. Il y en a un peu partout. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de s'assurer que les entreprises ne font pas n'importe quoi, puisqu'en fait, ça reste une technologie qui est récente par rapport à d'autres. Donc, on a quand même à cœur, nous et tous nos confrères, à ce que ça garde une bonne image, quoi. Bien sûr. Voilà, parce que comme c'est plus récent que d'autres technologies, on veut surtout pas que l'idée qui soit retenue après un chantier, ce soit c'est trop cher, ça marche pas, ça vaut pas le coup, etc. Donc, évidemment, il y a quand même un contrôle à l'entrée sur le marché des entreprises. C'est pas tout le monde qui peut le faire aujourd'hui. Par contre, tout le monde peut avoir la discipline de se former, d'apprendre, de gagner en niveau de certification et donc en niveau de compétences, et donc d'appliquer ça correctement. Et je pense qu'on a tous besoin de partenaires qualifiés. Super. Donc sur l'aspect rénovation, pour schématiser, quels est les ouvrages les plus courants? Moi, j'ai pensé beaucoup aux copropriétés, on en avait parlé, vous aviez posté sur les balcons. Il y a eu pas mal d'immeubles qui, malheureusement, à Marseille notamment, alors je ne sais pas si c'est pas forcément directement lié à la corrosion, mais en tout cas, il y a des immeubles fortement dégradés dans plusieurs villes en France qui ont donné lieu, malheureusement, à des accidents parfois graves, très graves. Donc vous intervenez sur les immeubles d'habitation collectif, on peut vous appeler au stade diagnostic et puis ensuite vous proposer les solutions. Voilà, parce que je sais que donc du coup, il y a ce côté génie civil, gros ouvrage, mais aussi pour le quotidien de tout le monde, notamment mes entrepreneurs qui travaillent pour les copropriétés. Ça peut être une synergie possible, c'est ça? Tout à fait. Je pense que Simon en parlera mieux que moi. En tout cas, il passe du temps au Pays Basque ces derniers temps. Là, il y a du sel. Il y a du sel et des copropriétaires. Voilà. C'est ça, exactement. Avec la température en moyenne élevée. Non, mais c'est comme on disait, ça s'adresse à tous les ouvrages. Souvent, on met beaucoup en avant les ponts, par exemple, parce que Morandi, parce que Carola, parce que tous ces ponts, ces grands ouvrages qui se sont effondrés, donc en Italie, en Allemagne, même aux États-Unis, à Pittsburgh, je crois. Et au final, en fait, aujourd'hui, quand on regarde notre pipe commercial, je dirais 60-70%, c'est sur les immeubles d'habitation, les parkings, les garages, les thermes aussi, donc tout ce qui est Caliceo, centre thermoludique. Donc c'est le quotidien au final. Et là, nos solutions, elles s'adaptent aussi parfaitement à ce type d'ouvrage. Après, derrière nous, le grand enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est
d'essayer de faire les technologies les plus faciles à mettre en œuvre pour baisser le coût. Aujourd'hui, c'est pas le matériel, en fait, c'est pas notre partie qui coûte très cher, c'est la mise en œuvre par les sociétés de travaux parce que c'est très chronophage. Donc, on a intégré plein de technologies et d'innovations à l'intérieur de notre matériel et on poursuit encore avec la prochaine salve d'innovation qui va sortir dès l'année prochaine, qui va permettre de réduire drastiquement le temps d'intervention sur chantier et donc le coût pour le propriétaire. Ce qui bloque pour un copropriétaire, c'est le prix. À la fin, si on doit mettre 30, 40, 50 000 euros pour réparer son balcon d'un appartement qu'il a payé 200 000, forcément, il va regarder, le ROI, il ne va pas être bon. Bien sûr. Donc, nous, on a cet enjeu de baisser les coûts, notamment avec nos partenaires de sociétés de travaux, puisqu'on travaille main dans la main pour apporter la meilleure solution aux copropriétaires. Toujours ça. Si on fait un peu de technique, là, aujourd'hui, implanter votre solution, c'est quoi? C'est parce que, justement, comme on est sur un ouvrage existant, comment ça se passe? Vous devez faire des saignées, vous devez... Exactement. Allez, rentrons un peu dans la technique, mais toujours avec des mots simples, si possible. Je laisse notre formateur... voilà. Effectivement, la mise en œuvre de ces systèmes-là va dépendre, on va dire, de plusieurs composantes. Donc, est-ce que l'esthétique est important? Est-ce que les éléments à protéger sont loin de la surface d'application? Donc, par exemple, on peut penser à des voiles, à des dalles avec plusieurs lits d'armature. Et en général, on a la chance de pouvoir traiter depuis la face d'où vient l'agression. D'accord. Il y a une dalle qui est arrosée par de l'eau salée, un voile pareil, ou au contraire de la carbonatation. En fait, c'est le côté apparent et c'est ce côté-là qu'on va équiper. Mais des fois, c'est l'autre côté que ça se passe, par exemple. Donc typiquement, tout ce qui est fondation, on va avoir le côté sol qui peut être plus agressif que le côté aérien. Et dans ces cas-là, il faut utiliser des dispositifs qui vont permettre de rentrer dans le béton pour se rapprocher de ces armatures-là. C'est ça. Donc, si je devais résumer, on a des systèmes qui sont surfaciques. Donc, il y a un système de peinture, notamment la peinture carbone, qui reste en surface du béton. Donc là, vraiment, avec très peu d'intrusion. Ça, c'est pour le côté tout ce qui est esthétique, notamment tout ce qui est patrimoine. Ensuite, on a des systèmes effectivement engravés. Donc engravés, donc des rubans par exemple, ou forés, donc ce qu'on appelle des anodes forées ou discrètes, ou en fait comme des petits bâtonnets qu'on vient rentrer sous forme de chapelet, on les relie en tête d'anode par un câble. Donc là, ça rentre dans le béton, mais ça permet après d'appliquer une couche de mortier par-dessus où en fait on voit rien du tout. D'accord. Mais ça, pour le coup, ça c'est soumis à des conditions d'enrobage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas engraver des rubans s'il y a quasiment pas d'enrobage. Or, des fois, la corrosion vient du manque d'enrobage. Donc ça, c'est à arbitrer effectivement. Donc des fois, il faut recharger un petit peu la surface avant d'appliquer le système et avant de le recouvrir enfin. Et voilà, après je pense que j'ai à peu près fait le tour des travaux qui vont autour. Après, il y a toujours effectivement tout ce qui est second œuvre, habillage, peinture, étanchéité éventuellement également, qui se rajoutent en complément de la protection cathodique. D'ailleurs, l'étanchéité et la protection cathodique travaillent très bien ensemble, puisqu'en fait, on a besoin de moins de courant quand il y a l'étanchéité par-dessus pour stopper la corrosion. Et ça permet de réguler davantage le comportement du système au long terme. Quand on est étanche, on est moins exposé à des variations d'humidité, de température, etc. Voilà. J'essaie d'être pas trop détaillé. Parfait. Puis tu as toute la phase câblage aussi. Ah oui, c'est là où nous, on peut apporter quelque chose, c'est-à-dire que toutes les anodes, tous les capteurs, la connexion au ferraillage, comme c'est un circuit électrique, il faut, on va ramener du câble jusqu'à notre automate qui va imposer le courant. C'est pour ça qu'on travaille sur une nouvelle architecture décentralisée avec des boîtiers plus petits pour réduire la quantité de câbles. C'est ça qui est génial dans votre technologie, c'est que vos capteurs identifient quand ça se dégrade et soignent. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Exactement. C'est magnifique. C'est ça. Et puis, il y a un suivi long terme. Et on a même travaillé sur de l'extension de garantie, c'est-à-dire ne pas être juste un fournisseur de matériel. Et puis, au bout de 2 ans, en fait, nous, on a dit que ça tenait 50 ans. Et puis, 2 ans après, on est très loin. Mais c'est d'accompagner les clients en disant notre matériel, on y croit, il est IP66, il est équipé de seuil d'alerte si jamais il y a un composant qui rentre en défaut et qu'il faut changer. Et donc, si vous prenez le suivi avec nous et qu'on vous accompagne sur toute la durée de vie, on garantit notre matériel à vie, sur toute la durée de vie de l'installation. Très bien. À condition que les contrôles soient faits selon la norme de protection cathodique dans la règle des charges, forcément. L'exploitation du matériel, évidemment. C'est fait en règle, on garantit. Ça me fait un pont avec le côté juridique, parce que c'est vrai que du coup, quand j'ai été intéressée par votre technologie, j'ai regardé aussi sur l'aspect juridique, quelles étaient les implications. Donc, pour les entrepreneurs du bâtiment, c'est hyper intéressant de savoir que sur la question de la corrosion
corrosion et donc la dégradation de l'ouvrage, ils peuvent être appelés en responsabilité soit au niveau contractuel au titre de leur devoir de conseil, soit si la corrosion est ultra rapide. Alors, je ne pense pas que ce soit un cas qui arrive tous les 4 matins, mais n'empêche qu'ils doivent garantir leur ouvrage 10 ans. C'est de la garantie légale. Donc, ils doivent s'assurer que ça ne corrode pas un minimum pendant ce délai de 10 ans qui suit la réception. Okay, donc, c'est vrai que déjà, voilà, c'est intéressant pour eux quand ils sont sur des lots qui se prêtent à la corrosion. Donc, je reviens aux gros œuvres, mais j'ai vu aussi des arrêts de jurisprudence sur des canalisations qui se corrodent. Alors, je pense à nos plombiers qui peuvent aussi s'interroger là-dessus, voir de quelle manière ils peuvent s'interroger sur ce point et répondre à leurs obligations légales et contractuelles. Ça, c'était un premier point. Et après, vous, en tant que développeur de matériaux qui s'intègrent à un ouvrage, alors là, quand vous arrivez au stade rénovation, c'est pas vraiment le cas. Mais quand vous irez sur le terrain du neuf, il faut s'interroger dans quelle mesure, vous aussi, vous pouvez être soumis à la garantie décennale. Je ne sais pas si c'est un point que sur lequel vous avez réfléchi, ou en fait, la distinction entre fournisseur de matériel et constructeur d'ouvrage, elle peut être parfois ténue quand on fournit un matériel adapté au chantier spécifique. Donc, quand on est sur du matériel standard, vous êtes effectivement fabricant, fournisseur de matériel, mais du coup, les garanties que vous évoquiez, c'est très juste. Si vous adaptez spécifiquement votre matériel aux contraintes du chantier, vous devenez aussi constructeur et donc vous êtes aussi soumis à ces garanties. Et comme votre matériel, vous le garantissez à vie, pas de problème. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup travaillé sur l'ancien, mais ça fait partie du fameux go-to-market d'un produit. Il faudra checker tout l'aspect juridique. Voilà, intéressant. De toute manière générale, à tous nos auditeurs qui fabriquent et qui se lancent dans l'innovation. Donc du coup, ça me fait le pont sur le deuxième sujet que je voulais qu'on aborde. Vous parliez de levée de fonds. Je sais, et bravo à vous, que vous êtes lauréat de ILAB, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur Paris pour recevoir le prix. C'est ça, bravo à vous. C'est trop bien. Et du coup, voilà, moi, ça m'intéresse de savoir, en tant que là, vraiment, vous prenez la casquette start-upper et vous m'expliquez votre parcours, ce qui vous a fait vibrer, les partenariats qui vous ont beaucoup aidé, et puis certainement les moments un peu moins successful où vous vous dites bon, on fait jamais d'erreur, ça n'est que de l'apprentissage, n'est-ce pas? Mais exactement. Voilà, je suis intéressée de connaître votre parcours. Peut-être déjà, on va commencer par la fin. Racontez-nous ILAB, vu que c'est l'actu. Qu'est-ce que c'est et quel a été le parcours alors? ILAB, c'est la 25e édition. J'espère que je ne vais pas faire de... On fera un petit montage si jamais il y a une erreur. C'est un super concours d'innovation organisé par le ministère de la Recherche, financé par BPI, qui est le financeur de tous les projets innovants. D'ailleurs, je profite de les remercier parce que ce soit dans notre précédente aventure entrepreneuriale comme dans celle-là avec Blue Spine, c'est vraiment un super accélérateur de projets. BPI, on a la chance quand même. Il y a plein de choses qui ne marchent pas en France, mais ça, pour le coup, ça marche très bien. Ah ça, c'est un super conseil. Donc déjà, on contacte la BPI. Bien sûr, on contacte son chargé BPI en région, qui va être, en plus de très bons conseils dans la structuration de son projet, qui va pouvoir après vous diriger vers un incubateur de start-up. Donc là où on va pouvoir faire maturer son projet, être souvent critiqué. Là il faut mettre son ego de côté des fois, faut écouter. Souvent on vient avec des profils assez techniques, donc on a un petit talon d'Achille sur le marketing, sur le commerce. Souvent on pense que parce qu'on a une bonne idée et une bonne techno, on va réussir facilement à la vendre sans avoir testé son marché. Ça, c'est souvent Et donc, on nous apprend dans les incubateurs et même en discutant avec la BPI, avec la région aussi, de faire mûrir ce projet-là. Donc, ILAB, organisé par le ministère de la Recherche, financé par la BPI, c'est chaque année. Les dépôts de candidature, c'est à peu près en février. Et donc, on arrive avec son projet qui a déjà été testé. Donc, ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. D'accord. Donc, c'est un produit qui marche. Donc, ça peut être un service, ça peut être une technologie innovante, évidemment, de tout secteur confondu. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le génie civil, mais ça peut très bien être de la bio, ça peut être très bien de la méca. Donc, c'est vraiment très, très ouvert. C'est dur.
Ouais. Il y a plein d'étapes. On fait un dépôt de candidature, on échange après avec un jury. Là encore, ça nous fait réfléchir beaucoup. Nous, on a eu la chance de se faire accompagner par notre incubateur de start-up à Reims, donc Innovact, qui fait partie du réseau Quest. Donc, c'est le réseau d'incubateurs du Grand Est qui ont été vraiment incroyables. Donc, on les remercie là encore parce qu'on a rédigé le dossier, mais c'est eux qui l'ont challengé, qui l'ont beaucoup critiqué. Et du coup, on est arrivé au bout après 5-6 mois d'instruction. Ouais. Alors, on a enfin la réponse. Votre projet est lauréat. Et donc, rendez-vous à Paris pour récupérer le prix. Et donc, c'est quoi? C'est des financements, une mise en lumière, un accompagnement? Des financements, ouais. Donc, on a une enveloppe d'à peu près 400 000 € de subvention. Ah oui. Donc, ouais, merci BPI. Ah ouais, merci BPI. Et bravo à vous, parce que je pense qu'ils ne donnent pas n'importe qui. Non, il y a une soixantaine de lauréats chaque année. Sur combien de candidats? Sur 6 000. 5-6 000, ouais. Donc c'est 1%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme de 2 ans qui va nous permettre en fait d'embaucher déjà. Donc on a fait une première embauche en septembre là, qui se passe très bien. Donc ça permet de renforcer l'équipe technique aussi. Plein d'idées dans ce développement-là, et notamment 2 idées qu'on a brevetées. Et maintenant, du coup, on a le financement pour les développer et les commercialiser derrière. Super. Exactement. Alors je regarde l'heure qui tourne, il nous reste 6 minutes. Je veux bien que vous me parliez un conseil, genre ce qu'on a fait, et si c'était à refaire, on ne referait pas exactement ça. Je ne saurais pas. Tout était parfait. Un parcours parfait d'entrepreneur. Non, mais il n'y a pas quelque chose en particulier. En fait, il faut se tromper, je pense. Voilà. Là, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il ne faut vraiment pas avoir peur de se tromper. Ouais. Nous, on n'a jamais eu peur de se tromper. Du coup, on s'est trompé. Exactement. C'est clair. Par contre, effectivement, c'est plutôt un conseil à suivre, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Ouais, c'est ça. Alors, je sais que ça fait ultra cliché parce qu'à chaque fois qu'on entend des podcasts d'entrepreneurs, ils disent tous pareil. Mais en fait, c'est important parce que c'est dans les épreuves les plus difficiles qu'on se sublime. Et donc, c'est aussi un révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, se tromper et se planter, définitivement, c'est aussi important que de se planter et se relever pour continuer. Parce qu'en fait, peut-être le projet n'est pas bon. Donc, si le projet n'est pas bon dès le départ, ou en tout cas qu'il ne peut pas répondre aux promesses initiales, il vaut mieux le savoir assez rapidement. Comme ça, on perd moins de temps, peut-être moins d'argent, ça dépend. Ouais, c'est ça. Et comme ça, on sait vite si ça valait le coup ou pas. Quoi. Ouais, alors peut-être, je dirais, pour être plus concret, mais je crois que c'est un peu, vous avez eu peut-être la même expérience que moi, parce que moi, je développe aussi une legal tech, j'en ai parlé dans un précédent épisode, on pourra en discuter. Et du coup, moi, j'ai fait une bêtise, c'est d'avant d'aller chez un incubateur aussi, Willa, pour la nommer, j'avais mon idée, j'ai payé un développeur de logiciels pour développer mon prototype avant de tester le marché. Erreur. De base. Vous l'avez commise celle-là Oui, ou pas? bien sûr. Bien sûr qu'on l'a commise. Donc voilà, peut-être le MVP, c'est quoi? Le MVP, j'allais le dire. Voilà, le produit minimum viable en fait. Ouais. Et donc, vous testez avec du bricolage. Tout à fait. Vous engagez le moins de frais possible et vous voyez comment ça prend. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Exactement. Nous, on a comment dire, on est en étroite communication avec le département technique, où on a des gens qui sont incroyables et qui du coup aimeraient rajouter énormément de fonctionnalités au fur et à mesure. Et en fait, c'est que des bonnes idées sur le papier et souvent aussi sur le terrain, bien sûr. Mais en fait, on se rend compte que un axe de développement qui a pris un tiers du temps de développement, en fait, c'est utilisé qu'une fois sur 100 sur le chantier. Donc c'est génial en démonstration, mais en fait, c'est pas ça le plus important. Et puis surtout, nous, on s'en est rendu compte, et moi en premier, puisque c'est moi qui me déplace sur les chantiers pour accompagner du coup nos partenaires. En fait, c'est vraiment, il faut très très vite mettre à l'épreuve, pas plus, déjà du marché, oui, mais de son utilisation, on va dire, les produits, parce que vraiment, nous, pour le coup, c'est sur chantier, on se rend compte de quelles fonctionnalités prennent le plus de temps, sont utilisées le plus souvent que d'autres. Et donc, du coup, lesquelles on va améliorer, lesquelles on va réduire, etc. Et puis, pour le coup, on a mis en lumière la BPI, notre incubateur, mais aussi nos clients, parce qu'il faut aller chercher ces bêta-testeurs-là. C'est ça, c'est une nature, ça aussi. Exactement. Et ça, c'est pas facile, parce qu'on a envie de leur mettre le meilleur produit dans les mains, parce qu'on est fiers de ce qu'on porte. Bien sûr. Mais des fois, il faut savoir dire, ce produit, il est encore expérimental. Et c'est eux qui vont leur faire évoluer, quitte après à faire une remise exceptionnelle. Bien sûr, les bêta-testeurs sont toujours bien traités. Exactement, les bêta-testeurs sont toujours bien traités. C'est ça. Et puis ça permet après, derrière, de faire rentrer un petit peu de CA, de faire connaître la solution, de communiquer, parce qu'il faut communiquer sur une solution
solutions qui existent. Et de lever des fonds derrière. Et de lever des fonds Parce que derrière. Si j'ai bien compris le sujet, c'est dès qu'on commence à avoir un peu de CA, de chiffre d'affaires, et ben du coup, là, on commence à intéresser les financiers. Aller chercher le non dilutif d'abord. Oui. Donc la BPI, la région, il y a énormément de financement. On est reçu la semaine prochaine à la mairie de Reims pour fêter notre victoire e-Lab. Donc on est beaucoup aidé par la ville aussi. Donc j'ai fait un petit calcul. Blue Spine, c'est plus d'1 million d'euros de financement en 2 ans, non dilutif. Bravo. Donc le partenaire bancaire, la BPI, la région. Donc on peut aller récupérer tout cet argent-là, créer ses preuves de concept, ces fameux MVP, montrer que ça marche, aller tester son marché. Et après, derrière, on ira lever des fonds quand on aura cette première traction commerciale. On sait on sait où on va. Et là, on va lever les fonds. Et d'ailleurs, on n'est pas loin du closing. Mais déjà, tout le chemin parcouru vous aide aussi dans une position plus de force, j'imagine, ou en tout cas, on rétablit l'équilibre entre ceux qui vont vous financer et vous. Voilà. Exactement, ouais. La valorisation de la boîte dépend de beaucoup de paramètres. Alors principalement, c'est l'équipe, puisqu'en fait, on mise sur une équipe. Mais s'il y a déjà du marché, s'il y a déjà des preuves de fonctionnement, des références. Dans le génie civil, en tout cas chez nous, les références, c'est très important. C'est ça qui augmente vraiment la valorisation de la société, quoi. Et donc, permet de garder le contrôle sur la société tout en récupérant une force de frappe économique. Super, ça nous fait beaucoup de conseils donc, pour cette fin de podcast. Merci beaucoup, merci David, merci Simon. Merci à Blue Spine. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles sur tous les projets. On se tient bien sûr au courant. Bien sûr. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Casque et la Robe.